Est-ce que ça t'arrive toi aussi d'avoir de la difficulté avec une transition, donc de passer d'un état à l'autre ou d'une activité à l'autre? Moi aussi. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec toi ce que ça veut dire avoir des difficultés transitionnelles quand on vit avec un TDAH. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDAH. Donc, salut, si c'est la première fois que tu m'écoutes, je m'appelle Amélie et je suis coach TDAH. Et aujourd'hui, en fait, on va explorer ensemble ce que ça veut dire d'avoir des difficultés transitionnelles, donc d'avoir la difficulté à passer d'un état ou d'une activité à l'autre. Et pourquoi c'est important de d'implanter des stratégies qui en tiennent compte. Donc, ce que j'ai constaté, en fait, c'est qu'on a tendance à en parler chez les enfants, par exemple. Un enfant qui a de la difficulté à transitionner du retour à l'école vers les devoirs ou vers le fait d'aller manger ou d'arrêter d'écouter la télé ou de consommer un écran. Mais c'est quelque chose qu'on a tendance à un peu sous-estimer chez l'adulte parce qu'on prend un peu pour acquis qu'un adulte est capable d'effectuer ces transitions facilement. Or, dans un TDAH, en fait, ça ne disparaît pas. Peut-être que tu as une capacité à masquer cet état-là, mais en fait, souvent, c'est quelque chose qui vient de façon récurrente et on n'en est pas vraiment nécessairement conscient. Ça peut expliquer, entre autres, pourquoi tu as tendance à prendre plus de temps pour faire quelque chose que tu as tendance, tu vas peut-être estimer, dire, OK, ça va me prendre une demi-heure faire ça, puis en fait, ça t'a pris 2 heures peut-être faire ça. Ça se peut qu'une des réalités, c'est que tu as eu des difficultés à transitionner d'une tâche à l'autre ou à transitionner de l'état mental que tu as besoin d'avoir pour passer à ça. Donc, cette transition-là, en fait, se fait en indiquant à ton cerveau que c'est le temps de le faire. Le problème, c'est que le cerveau, lui, il cherche tout le temps à obtenir de la dopamine. Donc, il cherche à avoir ce qui lui fait du bien, en fait. Et cette chose-là peut en fait juste faire en sorte que c'est difficile de passer de quelque chose qui t'en procure à quelque chose qui a tendance à t'en procurer beaucoup moins ou qu'on n'est pas sûr que ça va t'en procurer. Ça peut être des choses comme faire une activité qui est plus plaisante à quelque chose qui est plus difficile à faire. Ça va être extrêmement difficile de faire une transition dans ce cas-là. Mais aussi, quand tu vis quelque chose comme, quand tu as tendance à être pris un peu dans tes ruminations, que tu as tendance à un peu être dans, remancher tes idées ou tu sais, que tu vas être beaucoup dans le fait d'avoir beaucoup, beaucoup de pensées négatives, du self-judgment et tout ça, c'est très, très difficile de sortir de là parce que c'est super le fun pour ton cerveau de ruminer. OK? Le problème, c'est que la rumination, ben, ça nous amène nulle part, surtout pas en mode solution, et ça va nous amener à avoir de la difficulté à passer à l'action dans d'autres choses. Donc, la transition, c'est pas exclusivement quand tu dois faire quelque chose qui te demande un effort ou qui est difficile pour toi à faire, mais ça peut être aussi de quitter un état ou de quitter quelque chose qui n'est pas nécessairement super satisfaisant, mais qui procure à ton cerveau ce dont il a besoin. Donc, aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec toi 5 petits tips, 5 petites choses que tu peux considérer quand tu implantes des stratégies pour t'aider dans tes transitions. Donc, la première des stratégies, ça va être de rendre le temps visible. Les gens qui vivent avec un TDAH, on a de la difficulté à percevoir le temps. On a tendance à penser que quelque chose, ça fait pas assez longtemps que tu l'as vécu ou que ça fait trop, tu l'as vécu trop souvent. Et ça peut venir aussi être dans le fait que 2 activités sont marquées dans le temps. Donc, par exemple, le fait de revenir du travail puis de manger puis de, mettons, avoir à ressortir pour aller t'entraîner 2 heures plus tard ou d'aller chercher tes enfants 2 heures plus tard, ça va créer un gap dans ton temps où tu vas avoir de la difficulté à faire autre chose. Donc, tu vas avoir de la misère à transitionner d'une tâche qui est d'une activité qui est de revenir du travail, mettons, à avoir un temps qui va te satisfaire parce que tu sais que tu es pris dans je dois être disponible pour aller faire l'activité qui est marquée dans le temps sur lequel j'ai pas nécessairement de contrôle à quel moment je peux le faire. OK? Ça va t'aider. Quand tu rends le temps visible, ça va t'aider à relativiser un petit peu la situation puis à réaliser que peut-être que tu as plus de temps que tu as tendance à penser ou peut-être ça va t'aider aussi à réduire le temps que tu vas passer dans une activité pour aller dans l'autre. C'est très facile d'avoir tendance à étirer quelque chose. Il y a une expression au Québec qu'on utilise qui s'appelle les temps qu'à y être. Donc, c'est le fait de, ben, si je m'embarque, par exemple, dans la vaisselle, ça va être facile de me dire, ben là, j'ai fait la vaisselle, je pourrais peut-être en profiter pour laver les comptoirs, je pourrais peut-être en profiter pour laver mes portes d'armoire, je pourrais peut-être, puis là, tu vas étirer la tâche, peut-être parce qu'en partie, ce qui s'en vient après est moins intéressant, moins stimulant, beaucoup moins agréable à faire. C'est pas vraiment agréable de faire le ménage de la cuisine, mais des fois, ça l'est plus que
de faire un appel qui me tente pas ou que d'aller gérer des courriels que j'ai pas envie ou de tout simplement pas trop savoir ce que je vais faire. Le fait de pas savoir ce que je vais faire crée aussi j'ai pas envie de transitionner vers rien. Donc, mon cerveau a tendance à résister à la transition. Il va vouloir m'amener à continuer à faire des choses, mais aussi il y a un certain attrait de la nouveauté, un attrait de ce qui est vraiment le fun à faire. Puis ben ça va faire que c'est difficile de transitionner. Donc, quand tu marques le temps, tu dis, OK, je me donne tant de temps, mettons, je me donne 30 minutes pour faire la vaisselle ou je me donne le temps d'un épisode de podcast ou 4 chansons, ça peut t'aider à un peu cadrer ta transition pour faire en sorte que tu n'étires pas éternellement la première activité pour t'en aller doucement ou difficilement vers la deuxième activité. Ensuite, la prochaine stratégie que je peux te suggérer, c'est d'identifier des activités un peu de transition qui sont non addictives. Une réalité aujourd'hui, c'est que c'est très, très, très facile d'avoir accès à du divertissement à l'infini. OK, tu peux écouter Netflix pour le reste de ta vie, puis jamais passer au travers du matériel qui est là-dedans. Même chose avec les réseaux sociaux, YouTube, n'importe quoi, Pinterest, peu importe. Mais ça a tendance à être extrêmement addictif. De un, ça a tendance un petit peu à tuer ta motivation à passer à d'autres choses. Mais en fait, c'est que c'est difficile de sortir de ces activités-là. Donc, j'aimerais ça t'amener à identifier des tâches que tu peux faire, des activités que tu peux faire qui sont bleues, que tu peux mettre entre deux activités qui te demandent plus, puis qui sont peut-être marquées dans le temps, ou que tu veux te servir comme une activité de transition entre les deux qui ne sont pas addictives. Donc, des choses sur lesquelles tu as peut-être un petit peu plus de facilité à contrôler le comportement puis que tu vas pas avoir cherché sans arrêt à en avoir plus, puis à faire en sorte, en fait, que ta difficulté transitionnelle est encore plus amplifiée. Ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être, dans mon cas, moi, j'aime bien lire des livres, donc ça peut être lire un livre, je me donne un certain nombre de pages, puis j'ai assez facilement de la capacité à arrêter de lire mon livre. Ça peut, comme je te disais, ça peut être de la musique, ça peut être... Il y a toutes sortes de choses que tu peux faire qui ont moins tendance à être addictives pour toi, qui vont t'aider à créer une espèce d'état transitionnel pour t'en aller tranquillement vers la prochaine tâche. OK? Ensuite, ça peut être de planifier des activités ou des actions de transition d'état. Dans mon cas, comme je travaille de la maison, c'est assez facile de penser que je pourrais travailler en pyjama. Je le fais pas, OK? Je travaille pas en pyjama. Pourquoi? Pour ça exactement. J'ai besoin d'envoyer le message à mon cerveau qu'on a changé d'état. Je ne suis plus à la maison en pyjama à avoir pris mon déjeuner avec les enfants. Je suis rendue au moment de ma journée où je veux travailler. Même chose avec le soir. Je me change pas, mais j'enlève mes chaussures. Moi, une des activités qui est le plus aidante pour moi, ça a été d'adopter l'habitude de mettre mes chaussures dans la maison une fois que je me suis habillée puis que j'ai pris ma douche, puis que je me suis habillée. Je mets mes chaussures. Ça envoie vraiment le message à mon cerveau que, OK, on est rendu au moment où on va travailler. Quand je retire mes chaussures, c'est que je suis rendue à la fin de la journée et que là, je transitionne vers un autre état qui est pas de travailler, qui est de gérer ma vie familiale, qui est de m'occuper, qui est de relaxer, qui est de prioriser mes relations avec ma famille. Donc, ça m'aide énormément. Ça peut être une douche, ça peut être de t'habiller, ça peut être toutes sortes d'activités. Surtout maintenant, avec le télétravail, je pense que c'est facile de pas se préparer pour le travail, mais ça sert à aider ton cerveau à transitionner d'un état à l'autre. Ça peut être d'aller prendre une marche, ça peut être de jouer avec ton chien, si tu as un chien, ça peut être, je sais pas moi, une activité que tu vas faire qui va marquer le temps et qui va envoyer le cerveau que, quand ça se passe, ça arrive après. Comme ça, à force de le faire, tu vas voir que ton cerveau va accepter la transition d'un état à un autre beaucoup plus facilement. La quatrième des stratégies que je vais te proposer, c'est de t'assurer que la tâche qui s'en vient, elle est très claire. Donc, que tu as limité les étapes et que tu as limité les décisions à prendre. Si tu as beaucoup de décisions à prendre, si tu as beaucoup d'étapes à faire, surtout si c'est des étapes qui ont beaucoup de frictions, qui sont difficiles à faire pour toi, plus il y en a, plus ça va être difficile de passer à l'action. Je t'inviterais aussi à bien définir qu'est-ce que ça veut dire que ton action soit
terminer, OK? Parce que souvent, on a tendance à se lancer là-dedans avec une action qui est très vague, comme par exemple faire du marketing pour mon entreprise. Ça veut absolument rien dire pour mon cerveau. C'est extrêmement confus. Je sais pas du tout qu'est-ce que j'ai à faire. Puis là, je vais avoir tendance à refuser de transitionner et d'aller vers la procrastination, donc de trouver d'autres choses à faire ou quelque chose qui est plus fun, plus facile, qui me calme un peu plus que d'aller vers quelque chose d'aussi insécurisant qu'une tâche comme faire du marketing. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps d'essayer de bien clarifier c'est quoi ton action. Comme aujourd'hui, pour moi, c'est d'enregistrer le podcast. Et après ça, j'ai d'autres tâches à faire. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je sais très bien dans quelle ordre ils sont à faire. Ça facilite mon passage à l'action. Ça fait en sorte que mon cerveau a beaucoup moins de résistance parce que mon cerveau n'aime pas prendre des décisions. Donc, plus j'ai de décisions à prendre, plus j'ai tendance à refuser de transitionner vers une action qui va me demander de prendre des décisions. OK? La dernière des stratégies, c'est comment tu peux rendre ta tâche plus agréable. C'est quelque chose que je vois qui est assez... on a tendance un peu à sous-estimer l'impact positif que ça peut avoir. On a tendance à banaliser beaucoup, même un peu, peut-être le terme que je pourrais utiliser, c'est infantiliser un peu les gens qui ont tendance à utiliser ces stratégies, mais ça fonctionne super bien. Tu peux trouver comment rendre cette tâche-là un petit peu plus agréable. Donc, c'est peut-être de mettre de la musique, c'est peut-être de trouver un partenaire avec qui faire les choses, c'est peut-être d'aller dans un café, de te déplacer et d'aller ailleurs, c'est peut-être de te préparer une boisson que tu as envie de boire, qui te réconforte, ça peut peut-être être de te faire un snack, ça peut être de réserver un snack exclusif pour cette activité-là précise. Ça peut être de te mettre un défi, ça peut être de te mettre une minuterie pour le faire plus rapidement. Donc, on peut trouver une manière, ça peut être, par exemple, d'aller prendre... je sais que Steve Jobs était très, très, très fan de ça, les réunions, il appelle ça walking reunions, donc de faire des réunions à la marche. Donc, ça peut peut-être rendre ça peut-être un petit peu plus agréable pour toi. Comment tu peux faire pour que tu intègres une portion pour adoucir un peu le passage à l'action et faire en sorte que cette tâche-là est moins, tu l'anticipes négativement beaucoup moins, OK? Donc, il y a quand même quelque chose de positif associé à ça. Ça peut être aussi de déterminer une chose que tu as super envie de faire, qui va se faire juste après ton activité. Comme moi, aujourd'hui, j'ai faim et on est presque rendu à l'heure du dîner. Donc, quand j'aurai terminé mon enregistrement, je vais aller dîner et j'ai faim et ça me tente. Et ça va m'amener à terminer cet épisode-là plus facilement, passer à l'action plus facilement. Donc, je t'invite à considérer ces choses-là quand tu établis des stratégies par rapport à ton passage à l'action, de ne pas négliger la transition. La transition fait partie du passage à l'action et si tu as tendance à la négliger ou à considérer que ça va être facile, en fait, ça ne sera pas facile. Donc, mon travail à moi, c'est de t'aider à identifier comment on va faire pour qu'il y ait le moins de résistance possible pour le passage à l'action. Puis c'est de considérer, entre autres, qu'on a de la misère avec les transitions quand on a un TDAH. Donc, j'espère que ça t'aide un petit peu à prendre la perspective par rapport à ça, à t'aider à être un petit peu plus doux avec toi, puis d'accepter que ça fait partie du TDAH. On ne pourra pas l'empêcher, mais on peut rendre ça un petit peu plus facile. Puis une des dernières choses que j'aimerais rajouter aussi, c'est faire du multitâche au niveau de ce qui demande une concentration avec ton cerveau. Ça ne fonctionne pas. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à regarder le travail de Dr. Sonia Lupien, qui est une chercheuse québécoise qui se spécialise dans la gestion du stress, qui a écrit un livre qui s'appelle Stress au travail, stress du travail, et qui parle spécifiquement de l'impact négatif que ça a sur ton cerveau de passer ton temps à être dérangé dans ton travail. Donc, quand tu as besoin d'une période de concentration, quand tu as besoin de t'investir dans une tâche qui va te demander beaucoup d'efforts mentaux, je te suggère fortement de mettre sur ton cellulaire un ne pas déranger ou de retirer toutes les notifications pour faire en sorte que tu ne passes pas ton temps à devoir transitionner entre ce que tu es en train de faire puis la gestion de la notification. Pourquoi? En fait, elle a démontré que ça peut prendre jusqu'à 20 minutes. Ça, c'est chez une personne neurotypique, fait que j'ai aucune idée de ce que ça veut dire chez une personne TDAH, c'est probablement plus long que ça. Ça peut prendre jusqu'à 20 minutes, retrouver ton état de concentration, retrouver pleinement ce que tu avais créé, en fait, comme environnement mental pour faire la tâche que tu as besoin de faire.
à chaque fois que tu as des notifications ou à chaque fois que tu es dérangé dans ton travail. Donc, peut-être que ça peut être de mettre un carton sur ta porte de bureau qui dit que tu n'es pas disponible avant X moment. C'est de peut-être mettre des notifications sur ton cellulaire, de couper les notifications, sur ton cellulaire, de fermer tes onglets, tes boîtes d'onglets de courriel pour pas voir que les courriels rentrent, pour prioriser ton état dans lequel tu es de concentration et diminuer de devoir passer ton temps à rentrer, sortir de ta capacité de concentration. Donc, sur ce, j'espère que ça t'a aidé. Si tu veux plus d'aide par rapport à ça, c'est le genre de choses que je vais travailler dans le programme que je lance. Tu peux t'inscrire jusqu'au 30 septembre, 2024. Après ça, les portes vont être fermées. Ça va être juste disponible en 2025. C'est un programme d'accompagnement. Tu vas trouver les détails sur mon site web et on va travailler spécifiquement d'implanter des stratégies pour t'aider à passer plus facilement à l'action. Sur ce, tu peux trouver les informations dans les show notes, amélieléveillé.com et je te souhaite une très, très belle semaine.